Merci beaucoup, cher ami. D'abord, je voudrais te remercier humblement pour ta présentation. Je suis surtout ton ami, c'est mon meilleur titre, et l'ami de Hassan, de Amina et de Husna et de Si Jamal Belkhadir, que je remercie. Je suis infiniment désolé d'avoir perturbé le programme. Nous sommes à Casablanca, comme vous le savez, mes amis, dans une crise assez importante et nous sommes dans une situation très, très pénible donc de prise en charge donc, des patients et où nous n'avons pas où les malheureusement les hospitaliser. Je vais me permettre, si vous le permettez, de vous décrire un petit peu la situation épidémiologique, mais en intégrant la composante nutritionnelle qui est cruciale et fondamentale. Et d'abord, je commencerai par m'inscrire parfaitement dans la présentation actuellement de mon ami professeur Amina Barkat, où la vitaminothérapie, et particulièrement la vitamine D, a de façon importante changé beaucoup de choses dans notre prise en charge donc, des patients. Je vous rappelle que dans la première phase de la prise en charge donc, de nos patients, à partir du 10 mars et jusqu'au début avril, on tâtonnait un petit peu, on ne connaissait pas l'histoire naturelle de la maladie et surtout on ne connaissait pas l'apport crucial et fondamental non seulement de la nutrition, et je pense que mon ami Hassan est bien placé à ce sujet, et mon ami Amina Barkat également, mais également le rôle de la vitaminothérapie. Alors au début, c'était un petit peu classique de donner de la vitamine C, de donner de la vitamine D, et puis également donc de donner du sulfate de zinc. Et c'est après, avec le temps, qu'on a commencé à comprendre tout leur intérêt dans la stratégie donc thérapeutique aux côtés du protocole national. Je vous rappelle que le protocole national, c'est du sulfate d'hydroxychloroquine, et non pas de la chloroquine, mais surtout du sulfate d'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, associé à la vitaminothérapie, et le cas échéant, à la corticothérapie, aux anticoagulants, voire à d'autres antibiotiques. Donc ça, c'est la démarche globale donc, nationale. Mais de plus en plus, on était dans le terrain où on comprenait un certain nombre donc, de phénomènes en matière d'histoire naturelle, on a compris le rôle de la nutrition. Et nous avons changé beaucoup de choses dans la prise en charge donc, de nos patients. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais également le rôle de la vitaminothérapie. Et on a clairement vu, et ça va être une base de données qui sera mise à la disposition de l'équipe du professeur Agna avec mon ami Hasna Benkiran et toute l'équipe de l'université Ibn Tofel que je remercie, que je félicite parce que je travaille à leur côté et ce n'est pas moi qui suis généreux, c'est eux qui sont généreux de me faire l'amitié de travailler ensemble. Nous, on est des cliniciens sur le terrain, des épidémiologistes, mais il y a tout un travail donc, de laboratoire, tout un travail de réflexion qui a été fait. Et vous avez vu la très belle étude qui a été conduite par mon ami Hasna Benkiran sur les troubles et les troubles gustatifs chez les patients Covid-19 et nous sommes en train de travailler sur notre base de données. Alors, est-ce qu'il y a des changements majeurs entre ceux qui ont un programme nutritionnel particulier et ceux qui sont sous vitaminothérapie? Oui, c'est important et nous sommes en mesure aujourd'hui de démontrer que, par exemple, les gens on a des groupes qui ont été mis sous vitaminothérapie immédiatement avec le diagnostic de la COVID, et ceux qui n'ont pas été mis sous vitaminothérapie, mais qui ont tardé, c'est-à-dire qui sont arrivés en consultation, en prise en charge, au bout donc de 8 à 10 jours, avec une différence extrêmement importante. À quel point de vue? Tout simplement en matière donc, de récupération physique. Je m'explique. En matière de Covid-19, donc les myalgies, donc les courbatures de façon donc plus simpliste, et la fatigabilité assez importante en matière donc de vitamine D. En matière de vitamine C, c'était un peu plus compliqué puisque vous le savez, tout le monde prend donc de la vitamine C. Parler donc de la. Ce qui est également important, ce que nous avons constaté, je pense que l'équipe du ministère, avec mon ami Leila Al-Ammari et toute son équipe, ce qu'on a constaté, et encore une fois, je n'ai pas encore des données définitives, mais ceux qui prenaient du sulfate de zinc par rapport à ceux qui ont pris des ruptures de stock dans les pharmacies où on ne trouvait pas la même quantité donc, de sulfate de zinc, eh bien, on a constaté que les troubles digestifs étaient beaucoup plus fréquents. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, le risque relatif était à peu près de 2,7, beaucoup plus fréquent chez les gens
sur la période de prise en charge, donc 2 semaines, chez les gens qui ne prenaient pas de sulfate de zinc par rapport aux personnes qui prenaient du sulfate de zinc. Donc, pour récapituler, ceux qui prenaient du sulfate de zinc avaient 2,5 fois moins de chances donc, de développer donc, des diarrhées au cours de la période de 2 semaines. Je rappelle qu'aux côtés des troubles olfactifs ou gustatifs, il y a une prévalence non négligeable des personnes qui souffrent de troubles Oustad, digestifs et pardon, particulièrement de diarrhée. si vous avez une présentation, il faut le partager. On voit rien. Vous avez Non, je n'ai pas de OK, présentation. merci, c'est bon. Non, Là, je n'ai pas de présentation. OK. Je suis à la clinique en train de soigner les patients et donc je me suis libéré pour mon ami Belkhadir et pour vous et je m'en excuse. Je m'en excuse par avance. Et le dernier élément que je voulais partager avec vous d'un point de vue nutritionnel, nous avons comparé deux groupes donc, de personnes pendant cette période donc, de la COVID avec deux nutriments essentiels. Un, l'hydratation, c'est-à-dire on a vu donc la quantité d'eau bue par jour, hein, on l'a mesuré, on a pris donc les bouteilles, la quantité d'eau mesurée par jour qu'on donnait aux patients, et également deux éléments importants, la quantité donc de protéines animales qui est donnée aux personnes, et également la quantité donc de fruits et de légumes. Et on est encore en train de travailler dessus, on a comparé deux groupes. Un groupe qui recevait en moyenne, donc par jour, 250 grammes de protéines animales et également qui recevait par jour 400 grammes donc, de fruits et de légumes, comparativement à des personnes qui prenaient 150 grammes donc, de protéines animales et des personnes qui prenaient que 200 grammes donc, de fruits et de légumes par jour en séparant les deux groupes et en leur demandant bien entendu leur choix de le faire. Et ce que nous constatons, premier résultat préliminaire, je vous rappelle que nous avons une cohorte très très importante, nous suivons à peu près à domicile 1320 personnes aujourd'hui et nous avons un peu plus donc, de 1000 cas en hospitalisation. On a une très très grosse cohorte donc, qui est suivie actuellement par notre équipe. Et ce que nous avons constaté par rapport à l'apport nutritionnel, en dehors de la vitaminothérapie dont a très bien parlé professeur Amina Barkat, en dehors de la vitaminothérapie, ce que nous avons constaté, c'est que ce qu'on appelle la recovery, c'est-à-dire les personnes qui récupèrent plus rapidement, parce qu'il y a des personnes avec la COVID-19 qui, au bout de 4, 5, 6 semaines, n'ont pas encore bien récupéré, sont encore fatigués, on les revoit, de fatigue physique, en asthénie, même s'ils sont guéris cliniquement, c'est-à-dire ils n'ont plus de fièvre, ils n'ont plus de toux, ils n'ont plus de détresse respiratoire, mais en matière de mesure sur une échelle d'asthénie. Hein, on a pris donc une échelle de fatigabilité, d'asthénie, donc de crampes, et sur une échelle de 0 à 3, en 4 niveaux. Eh bien, les gens qui avaient cette quantité de fruits et de légumes et qui avaient cette quantité de protéines animales supérieure aux autres avaient en moyenne entre 3 et 5 jours de récupération plus rapide que les autres personnes. Évidemment, nous avons contrôlé pour le sexe, nous avons contrôlé donc pour l'âge, nous avons contrôlé pour le fait d'être fumeur ou non, et nous avons contrôlé pour un certain nombre donc, de paramètres biologiques. Ce qui est extrêmement important. Et ça, je n'ai pas encore de réponse, peut-être qu'avec l'équipe de mon ami Hassan et les autres chercheurs, et avec Hicham El-Berri et nos amis qui font de la médecine du sport, nous avons par contre constaté qu'il y avait une différence extrêmement importante dans la récupération, c'est-à-dire que les femmes récupéraient plus vite que les hommes. Déjà à la base, nous savions que les hommes, effectivement, avaient plus de complications que les femmes, que les hommes étaient plus à risque que les femmes, mais en matière de récupération physique, c'est-à-dire, encore une fois, par rapport à ce plan nutritionnel qui est proposé avec le même protocole thérapeutique pour tout le monde, nous avons constaté que les femmes récupéraient beaucoup plus rapidement donc, que les hommes par rapport à ces paramètres donc d'asthénie, donc de crampes et de fatigabilité. Ça reste encore une fois à prouver, ça reste encore une fois à valider sur le plan scientifique. Et pour ne pas trop vous retenir, et je m'en excuse encore une fois, je terminerai sur le plan nutritionnel en disant qu'aujourd'hui, à mon sens, l'enjeu majeur pour la COVID-19, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que les apports nutritionnels conseillés dans le cadre
dans le cadre de l'apport nutritionnel marocain, de la table alimentaire marocaine sur laquelle travaille l'équipe de Hassan Agna avec Hasna et avec toute l'équipe. Dans quelle mesure est-ce que l'apport, lorsque nous avons un apport nutritionnel qui était équilibré, lorsque nous n'avons pas de surpoids ou donc d'obésité, et lorsque nous avons une bonne hygiène de vie, une activité physique, quelle serait la probabilité de ne pas être infecté par la Covid? Est-ce que nous diminuons nos chances d'être infectés par la Covid ou non? Je n'ai pas encore de réponse à cette question. C'est le projet sur lequel une doctorante va démarrer dans les prochains jours pour essayer de voir sur une cohorte pour des gens qui, au départ, sont négatifs, ont une PCR négative et une sérologie négative, et on va les suivre et de voir, de comparer en fonction d'avoir la Covid était plus élevée ou non, et est-ce que, conformément à ce que nous avons observé sur le plan clinique, est-ce que le pronostic fonctionnel, est-ce que l'évolution de l'histoire naturelle était totalement différente en mesurant un certain nombre de paramètres anthropométriques, évidemment, mais également un certain nombre donc, de paramètres biochimiques. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous en remerciant infiniment mon ami professeur Belkhadir, en remerciant Hassan Agna, mon grand ami Hicham El-Berri qui nous manque beaucoup et tous les confrères. Je suis infiniment désolé, juste par avance, de ne pas avoir respecté totalement le temps et la manière, mais je puis vous assurer que je suis en plein, je suis là à l'intérieur de la clinique en plein Covid avec des patients hospitalisés et merci de me faire l'amitié d'accepter d'avoir chamboulé donc, le timing et si je peux être utile pour un certain nombre de questions, je le ferai avec plaisir parce que je dois repartir pour les consultations. Merci infiniment. Oui, Hicham, je pense, Hicham, on va commencer par les questions qui sont adressées à Jafar. Hicham? Oui, je vous écoute. Oui. Donc en fait, j'ai pas vu de questions. Ah bon, moi j'en ai vu. Mais je ne sais pas s'il y en a présentation. Donc, il n'y a pas vraiment de questions qui sont adressées à professeur. La place du zinc dans l'infection Covid. Ah, d'accord. Ça, parce que je n'ai pas l'ancienne. D'accord. Voilà, une déjà. Je sais pas, Jafar, tu es toujours avec nous ou... Oui, je suis toujours avec toi, Hassan. Il y a deux éléments, honnêtement, et je rejoins ce qu'a dit mon ami professeur Barkat Amina. Il y a deux éléments que je constate, moi, sur le plan clinique. Je veux dire, on a une expérience en tout, globalement, sur plus de 4000 patients, mais 2300 suivis avec tous les paramètres nécessaires. Vraiment, s'il y a deux micronutriments sur lesquels il m'a semblé que l'évolution était naturelle, était extrêmement déterminée par ces deux vitamines. Si je peux ainsi m'exprimer en micronutriments, pardon, c'est la vitamine D et le sulfate de zinc. Réellement, je n'ai pas de données, je n'ai pas encore de preuves scientifiques par rapport à la vitamine C, parce que la vitamine C, tout le monde en a pris. Covid ou pas Covid, tout le monde s'est mis à la vitamine C. Par contre, par rapport au sulfate de zinc et par rapport à la vitamine D, clairement, je sens honnêtement et de façon objective. On va analyser les données. On est en train, avec toi d'ailleurs, Hassan, et avec ton équipe, une amélioration importante. Mais surtout pour le sulfate de zinc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les épisodes diarrhéiques sont nettement inférieurs, encore une fois, pour les personnes qui ont pris le sulfate de zinc. Ça, c'est clair, on l'observe. Par rapport, toute chose par ailleurs étant égale au début, ceux qui avaient des épisodes de diarrhée au début ou non, on a sélectionné, on a séparé, mais l'évolution, évidemment, on a contrôlé également pour les médicaments. Pourquoi? Parce que l'hydroxychloroquine et également l'azithromycine donnent des perturbations digestives et donnent également donc de la diarrhée. D'ailleurs, on nous a suggéré à plusieurs reprises, et je pense que Amina doit certainement le savoir et le vivre, beaucoup de probiotiques à donner en même temps pour ces patients, différents types donc, de probiotiques. Mais je peux vous dire que les gens qui n'ont pas pris du sulfate de zinc
ont eu plus d'épisodes diarrhéiques. C'est ma seule réponse pour l'instant, mais je n'ai pas encore déterminé les données scientifiques. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2,5 fois moins de chances d'avoir des diarrhées pour les gens qui prennent du sulfate de zinc. Pour aller dans le même sens, Ja'far, j'ai pris des points forts de l'intervention d'Amina qui vont dans le même sens que tu viens de dire. Justement, elle dit que le premier point, elle dit qu'il y a des pistes probantes quant au rôle de la vitamine D dans l'inflammation des neurones. Deuxième point, le rôle fondamental de la vitamine D contre l'infection, plus particulièrement l'infection respiratoire. Troisièmement, il y a des domaines notamment qui sont, c'est-à-dire des données qui sont en faveur du rôle de la vitamine D quant à la protection contre les formes sévères de la COVID et le recours du coup à la réanimation. Et puis le quatrième point qui est fondamental aussi, c'est qu'elle dit que les soignants qui sont en première ligne, malheureusement, donc, au vu des résultats qui ont été présentés par l'enquête de Dr Leila Ammari et aussi par l'enquête qu'a fait Amina au sein de son service, le statut en vitamine D est très bas. Donc, il faudra œuvrer pour optimiser le statut en vitamine D. Donc, vous voyez un peu la vitamine D et puis aussi les derniers articles de vitamine D et sur le zinc qui sont sortis et qui montrent leur impact sur l'immunité des patients. Oui, Ja'far. Tu es là? Oui, Hassan, je partage parfaitement et toutes les études qu'a montré Amina et ce dont tu parles clairement démontrent l'importance et sur les cellules immunitaires, aussi bien dans la différenciation que dans la prolifération des cellules immunitaires, on a énormément de données scientifiques. Et d'ailleurs, pour le prouver, on le fera ensemble, Hassan, si tu le permets, avec Amina, c'est de constater effectivement que surtout pour les personnes qui sont obèses et qui ont la COVID-19 et dans laquelle on trouve une carence en vitamine D, ça change totalement donc les données et on a des résultats beaucoup plus importants. Je confirme parfaitement ce que tu as dit et ce qu'Amina a dit. Voilà mon ami. Merci beaucoup.